Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette deuxième leçon du cours consacré cette année au terme souveraineté, souveraineté au pluriel. Alors ce cours propose, je vous l'ai dit la semaine dernière, de réinterpréter le principe du droit international qui aura été le fil rouge de mes 6 premières années d'enseignement ici au Collège de France, en droit international des institutions. C'est un thème aussi, évidemment, qui est le fil rouge ou le cœur du droit international lui-même. Et, comme je vous l'ai dit en interprétation de cette image la semaine dernière, c'est aussi la dernière corde qui reste à ma harpe cette année, mais aussi pour les années à venir. Alors pourquoi est-ce que la souveraineté est au cœur, ce fil rouge du droit international des institutions ? Eh bien tout simplement, et ça deviendra encore plus clair aujourd'hui, parce que la souveraineté, c'est l'autorité ultime de ce qui à la fois institue et est institué en droit international, c'est-à-dire les peuples du monde. Alors quelques mots d'abord de rappel sur le projet du cours. Et pour mémoire, d'abord la définition, encore une fois, de la souveraineté. L'autorité ultime à la fois d'un peuple, de ses institutions et des organes de ses institutions, de dire et d'appliquer le droit, à la fois pour ce peuple lui-même, ses institutions et les organes de ses institutions. Dans sa dimension externe, et parce que j'avais cité Hannah Arendt, de nombreux peuples habitent cette terre, la souveraineté, c'est aussi l'indépendance de chacun de ces peuples, de leurs institutions souveraines et des organes de ces institutions, une indépendance sans laquelle l'autorité ultime de chaque peuple, de ses institutions et de ses organes ne pourrait pas être préservée. Et c'est précisément cette dimension externe de la souveraineté comme indépendance qui fait que le principe de souveraineté et le droit international sont absolument indissociables depuis l'origine. En fait, je vous l'ai dit, ils partagent une même origine, la naissance de l'État dans l'Europe moderne du XVIIe siècle et sa juridiction territorialement délimitée et souveraine, qui doit pouvoir être garantie également par un droit commun à tous les États. Et ce droit commun à tous les États qui garantit cette égalité souveraine, c'est le droit international. Et c'est d'ailleurs aussi cette origine commune et l'immédiateté de l'État souverain en droit international qui explique l'étatisme méthodologique de la souveraineté. Le droit international ne s'autorise pas à connaître d'autres institutions souveraines que les États. Et c'est cette origine commune et l'immédiateté de l'État souverain en droit international qui explique aussi la dilution de la souveraineté de l'État en une pure autorité de droit. Et c'est ce qu'on peut appeler le légalisme méthodologique de la souveraineté en droit international. Donc je vais beaucoup vous parler aujourd'hui de cet étatisme méthodologique et de ce légalisme méthodologique de la souveraineté. Le droit international ne s'autorise pas à aborder l'autorité de l'État comme une autorité politique. Et malheureusement, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est aussi cette combinaison d'un étatisme et d'un légalisme méthodologique de la souveraineté en droit international qui rend aveugle à la tension droit-politique qui est inhérente à la souveraineté. Et c'est cette combinaison d'étatisme et de légalisme méthodologique qui a amené aujourd'hui, de façon tout à fait regrettable, à ce que j'ai décrit la semaine dernière comme un divorce entre la souveraineté et l'autorité du droit international. Vous vous rappelez, que l'on soit en faveur du droit international ou de la souveraineté, aujourd'hui le droit international est de plus en plus abordé comme l'anti-souveraineté et la souveraineté comme l'anti-droit international. Et ce divorce est tout à fait regrettable parce que la tension ou le paradoxe entre puissance politique et autorité du droit, qui ont toujours été au cœur de la souveraineté en droit interne, a été très bénéfique à la souveraineté au cours de l'histoire, parce qu'émancipateur tant du pouvoir politique tout-puissant que d'une autorité juridique illimitée. Et ce paradoxe, cette tension entre puissance politique et autorité du droit, remonte aux origines du concept de souveraineté. Alors je vous réexplique
rapidement ce paradoxe encore une fois. La souveraineté n'est pas une simple puissance politique, puisqu'en tant qu'autorité ultime de dire et d'appliquer le droit, la souveraineté est une autorité de droit et peut, voire doit être limitée par le droit. Mais en même temps, et du fait de son rôle liminal, de seuil, de charnière entre droit et politique, la souveraineté n'en demeure pas moins aussi le produit d'une institution, d'un processus d'institution publique. Elle ne peut pas ni ne doit se réduire dès lors entièrement à sa validité juridique. Et c'est ici toute la dualité de l'autorité ultime, l'autorité de la limite qui apparaît, la dualité d'une autorité qui est à la fois limitante et limitée. Et c'est d'ailleurs par la souveraineté populaire, celle d'un pouvoir à la fois instituant et institué, un pouvoir très paradoxal, que la souveraineté de la modernité tardive est parvenue à entretenir cette tension ou ce paradoxe entre puissance politique et autorité juridique dès le XVIIIe siècle. Mais malheureusement, et je vous l'ai dit la semaine dernière, contrairement à ce qui a eu lieu en droit constitutionnel interne au XVIIIe siècle, ces deux dimensions de la souveraineté, que sont la puissance politique et l'autorité juridique, ne sont pas encore parvenues à se combiner et à y faire, en droit international, et à y faire vivre la tension productive et émancipatrice de la souveraineté à la charnière de la politique et du droit. En effet, la difficulté pour notre objet est que le droit international n'a pas encore véritablement réinstitué les souverainetés populaires des peuples du monde. Et je vous l'ai montré la semaine dernière en vous révélant la place tout à fait secondaire et distincte qu'occupe aujourd'hui encore le droit à l'autodétermination des peuples par rapport au droit à la souveraineté des États. Et ce, alors que, et je l'ai beaucoup montré la semaine dernière, mais je ne me lasse jamais de le montrer, alors que l'égalité de ces peuples a été proclamée en 1945 à égalité avec celle des personnes humaines par la Charte des Nations Unies. Le résultat, et je vous l'ai dit aussi, c'est que ces deux approches contradictoires de la souveraineté survivent et s'opposent aujourd'hui encore en droit international. Je vous ai parlé d'un palimpseste du droit international. La première approche tente de réconcilier la souveraineté et l'autorité du droit international en soumettant l'autorité du droit international à la compétence de la compétence des États et donc à leur consentement, comme dans l'ordre juridique international du XIXe siècle. Et ça a été très bien capturé par cette phrase de l'arrêt Wimbledon, réduisant alors toute possibilité pour le droit international d'être du droit, puisqu'il est soumis au consentement de ceux qui l'obligent, et donc d'œuvrer comme limite à la puissance politique. Et la seconde approche, qui est totalement contradictoire et qui subsiste et qui coexiste avec la première, a été consacrée, elle, beaucoup plus tardivement, en 1945, et tente, quant à elle, de réconcilier le droit international et la souveraineté en diluant la souveraineté des États en une autorité juridique et en réduisant cette souveraineté à un ensemble de compétences et de droit international, réduisant alors toute possibilité pour le droit international d'être légitime politiquement et donc pour ces peuples de limiter son autorité juridique. Alors, je vous ai parlé d'un jeu à somme nulle la semaine dernière, et ce jeu à somme nulle entre la souveraineté d'une part et l'autorité du droit international de l'autre a été totalement délétère, comme il l'aurait été en droit interne si cette tension et ce paradoxe n'avaient pas été soignés et rendus totalement émancipateurs par la souveraineté populaire. Aujourd'hui, la légitimité du droit international souffre donc de sa dépolitisation. Non seulement ce manque de légitimité politique du droit international nourrit le populisme et le souverainisme sur le plan national face à un droit international que ces peuples jugent technocratique et au service des grandes puissances, mais sur le plan international, le divorce entre la puissance politique des États et leur autorité juridique laisse aussi le champ libre, comme nous venons le voir depuis samedi, au retour en force de l'approche anarchique et contractualiste de la souveraineté et à la puissance débridée de quelques États. En réponse, et pour faire enfin vivre le paradoxe de la souveraineté en droit international, et notamment sa dualité entre faits politiques et normes juridiques,
ce cours propose une interprétation républicaine de la souveraineté en et de droit international. Je vous propose, durant ces quelques semaines, de poursuivre la construction de la dimension populaire de la souveraineté et dont son corollaire en droit international, l'égalité de souveraineté des peuples, un projet entamé par la Charte des Nations Unies en 1945, mais sans réel succès. Et c'est ainsi, je vous le propose, que l'on pourra faire sauter le verrou du légalisme méthodologique et le verrou de l'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international. D'où le pluriel du titre du cours, souveraineté au pluriel. Je vous rappelle que j'ai ajouté un S à ce très beau dessin de Plantu qui sinon capture, à mon avis, bien des choses de ce paradoxe de la souveraineté. Ces souverainetés au pluriel, qu'est-ce qu'elles capturent? La pluralité et l'égalité des peuples souverains, mais aussi la pluralité et l'égalité de leurs multiples institutions publiques souveraines, dont les États et bien d'autres encore, sur le plan infranational, les villes, les cantons, nationales, d'autres institutions nationales que les États, comme par exemple les institutions des peuples autochtones, la pluralité et l'égalité de leurs institutions publiques communes sur le plan international, par exemple les organisations internationales régionales ou les tribunaux internationaux, et de leurs multiples organes et représentants publics, législatifs, exécutifs ou judiciaires. Et ce pluriel programmatique du titre annonce trois choses. Premièrement, non seulement la pluralité en coexistence égalitaire, il en sera question aujourd'hui, mais aussi la variété de ces peuples et de leur culture et donc de leur type de souveraineté. Deuxièmement, il ouvre à la pluralité en coexistence égalitaire et à la variété de leurs institutions publiques souveraines infranationales et nationales. Et troisièmement, ce pluriel programmatique permet de penser et d'organiser la relativité et la divisibilité de la souveraineté de ces peuples réinstitués en co-souverains, séparément ou au sein d'institutions internationales égalitaire. Alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, ma méthode est interprétative. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire un exposé classique de droit international de la souveraineté, un droit qui est le problème, qui participe, je l'ai dit, à la réduction juridique de la souveraineté en une autorité étatique et gouvernementale de pur droit, et donc précisément à l'origine du problème à résoudre, j'ai prévu plutôt, et vous l'aurez vu dans la liste de questions, de traiter de quelques grandes questions qui se posent pour ou du fait de la souveraineté en droit international et de droit international contemporain. Et sur chaque question, et ça commence ce matin, je vais vous proposer de nouvelles interprétations du droit international que la popularité, la pluralité et l'égalité des souverainetés pourraient fonder à l'avenir. En effet, c'est mon argument que chacun de ces problèmes, soi-disant posés par ou pour la souveraineté en droit international contemporain, pourrait et devrait en fait être réglé depuis cette souveraineté et à l'intérieur du droit international, plutôt que soit contre la souveraineté, soit contre le droit international, comme c'est le cas actuellement. Alors, je commence ce matin avec une première ou un premier binôme de questions. La leçon s'appelle souveraineté, virgule, autorité et juridiction, la souveraineté au pluriel et autorité, juridiction, pour l'instant encore au singulier, parce que c'est comme ça qu'elle se présente en droit international. Donc je propose de me saisir ici de deux questions. D'abord celle de la pluralité de l'autorité en droit international. Par exemple, la pluralité de l'autorité du droit et d'un État, mais aussi du droit et des organisations internationales ou des tribunaux internationaux, et donc de l'éventuelle relativité et partage de la souveraineté qui est exercée par ces institutions sur le même peuple et par le même peuple dont ce sont les institutions. Et deuxième question qui m'occupera, la question connexe de l'extraterritorialité de la juridiction nationale, par exemple en application de la compétence personnelle d'un État sur le territoire d'un autre, et donc de l'éventuelle relativité et concurrence de la souveraineté exercée par et sur le même peuple à cette occasion.
Alors, il s'agit de deux aspects de la pratique du droit international contemporain qui vont au cœur de ce qu'est la souveraineté de droit en droit international contemporain. Et donc nous allons aujourd'hui vraiment faire entrer la question de la popularité et de l'égalité des souverainetés à l'intérieur, vraiment au cœur de la manière dont le droit international traduit ou nous parle le langage de la souveraineté, c'est-à-dire dans un langage de l'autorité et de la juridiction. Il s'agit de deux aspects dans la pratique du droit international contemporain qui relèvent d'un phénomène plus vaste et vraiment assez flou, encore, il faut le dire, que les spécialistes de l'anthropologie du droit ou des études socio-légales ont désigné de façon descriptive de pluralité juridique ou, lorsque c'est traduit en langage plus philosophique et plus normatif chez les philosophes du droit, de pluralisme juridique. En bref, il s'agit de toutes les circonstances dans lesquelles plusieurs institutions et plusieurs normes juridiques, infranationales, nationales ou internationales, partagent les mêmes sujets, donc s'appliquent au même peuple, ou sont en concurrence sur ces mêmes sujets, donnant lieu à ce que certains auteurs ont appelé l'interlégalité, puisque cette concurrence ou ce partage d'autorité légale sur les mêmes sujets va amener à des rapports entre ces ordres juridiques, ces normes juridiques et ces institutions juridiques. Alors ce qui m'intéresse en l'occurrence est que ces deux aspects spécifiques de la pluralité juridique contemporaine sont habituellement mis en avant comme l'une des nombreuses interférences contemporaines avec la souveraineté. Ce terme interférence pour recouvrir ingérence ou intervention dans la souveraineté qui est repris dans le titre de cet ouvrage de Maigret. Donc ces aspects de la pluralité juridique contemporaine sont désignés comme des interférences avec la souveraineté. Et ils sont dès lors considérés comme une remise en cause ou une érosion de la souveraineté de certains États et de leur égalité de droit, du fait, il faut bien le dire, de l'exercice de la souveraineté égale des autres États ou de leurs institutions internationales. Et mon argument, au contraire, sera que la souveraineté bien comprise en droit international, c'est-à-dire une souveraineté égalitaire des peuples, permet non seulement de justifier cette divisibilité et relativité des souverainetés en droit international contemporain, et donc cette pluralité juridique qu'on nous dit au contraire devoir subir, mais aussi de faire une vertu de cette pluralité juridique et de l'organiser pour davantage de légitimité politique et de protection des peuples du monde contre la domination. Et cet argument me permettra d'une part de revisiter les débats sur le monisme et le dualisme et les contours de la primauté du droit international sous un angle nouveau, mais plus précisément, cette conception de la souveraineté plurale, relative et divisible que je vais vous proposer permet de ne pas renoncer au monisme politique inhérent à l'autorité ultime de chaque peuple de déterminer et d'appliquer son droit, tant national qu'international, mais sans devoir pour autant adhérer à la primauté générale de l'entier du droit international sur l'entier du droit national. D'autre part, ces mêmes co-souverainetés bien comprises, que je vous expliquerai ce matin, pourraient nous permettre de sortir des impasses anciennes et actuelles de l'unilatéralisme, qu'il soit solitaire ou solidaire, de l'exercice extraterritorial de la juridiction nationale. En effet, je vous l'expliquerai, même les principes de subsidiarité ou de courtoisie, qui sont souvent avancés en pratique pour la coordination des juridictions nationales lorsqu'elles sont en concurrence, sont bien mieux fondés, à mon avis, dans l'égalité de souveraineté populaire qu'ils ne peuvent l'être autrement. Donc si les enjeux de notre thème de ce matin sont importants en pratique, ils le sont aussi sur un plan théorique. L'enjeu pour moi est aussi de faire changer l'angle d'approche théorique d'une question débattue depuis quelques années déjà en philosophie du droit international, une question qui est débattue
sous différents intitulés, comme par exemple dans le livre qui est à gauche, le thème de la souveraineté divisée, ou dans le livre qui est à droite, le thème de l'autorité plurale. Il s'agit ici de deux des ouvrages, à mon avis, les plus importants de philosophie du droit international sur la question. Ce qui distingue l'argument que je vais vous présenter de l'état de l'art en la matière tient premièrement, et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, à sa dimension normative. Il s'agit d'une théorie républicaine du droit international. En cela, l'argument que je vais vous présenter se distingue fondamentalement de l'argument de Pavel, donc du livre qui est sur la gauche, pour la souveraineté divisée. En effet, l'argument de cet ouvrage est un argument réaliste de type hobbesien, inspiré de la théorie de l'agence en relations internationales et des analogies privées-publiques entre l'État souverain et une personne autonome. La souveraineté de l'État y est comprise comme l'autonomie d'une personne privée qui délèguerait par son consentement ses compétences à des institutions internationales, elles-mêmes abordées comme des agents ou des personnes distinctes, et donc autant de monades du droit international. Alors, il me semble tout d'abord, et je le souligne, que malgré ce qu'affirme l'auteur, je ne pense pas que son livre porte véritablement sur la souveraineté. Ce livre porte plutôt sur une autorité juridique comme une autre, étant donné que sa dimension publique est donc politique, et dès lors ultime, importe peu à l'argument. En fait, c'est l'une des conséquences du légalisme méthodologique appliqué à la souveraineté en droit international que de permettre précisément aux auteurs, comme Pavel, de traiter la délégation de prérogatives de l'État à une organisation internationale, sans égard pour sa dimension publique, et contrairement à ce qui aurait lieu en cas de délégation interne à un État. Et dans tous les cas, et c'est ma deuxième remarque, si la délégation de compétences par un État est consensuelle, dans l'argument de Pavel, et dès lors une simple forme d'auto-limitation par le consentement à la Wimbledon, eh bien l'autorité de cet État demeure intacte et est tout sauf divisée. Les délégations peuvent en effet toujours être rétractées et les obligations qu'elles fondent dès lors n'en sont donc pas véritablement. En somme, cet ouvrage qui se présente sous le titre « Souveraineté divisée » ne porte décidément pas bien son nom. Il ne s'agit ni de souveraineté, mais d'une simple autorité juridique, ni de division ou de partage de cette souveraineté. Quid du deuxième ouvrage? Alors, comme il sied en matière de souveraineté, l'argument que je vais vous proposer se distingue du deuxième ouvrage dans la mesure où il n'est ni un argument de pure normativité politique, ni de pure normativité juridique. En effet, une théorie républicaine du droit international, c'est une théorie politique du droit international. Et donc, à ce titre, l'argument que je vais vous proposer se distingue d'un argument de pure normativité juridique, comme l'argument de l'ouvrage de Rohan, qui est un argument pour une autorité plurale du droit, fondée sur la reconnaissance d'une pluralité d'officiels par les mêmes sujets de ce droit. Donc, elle répond à la même question que moi, mais elle y répond en restant prisonnière de ce légalisme méthodologique et même en ne considérant pas que sa question est une question de souveraineté. À la différence de Rohan, l'argument que je vous propose mêle normativité politique et juridique, comme il sied à la souveraineté et son rôle de charnière entre puissance politique et autorité juridique. Je considère que l'autorité du droit international ne doit pas être comprise pour elle-même, et donc d'une manière non politique, et séparément de l'autorité du droit national, qui, elle, est toujours aussi politique. Ce type d'argument appliqué à une autorité juridique de droit interne serait toujours aussi saisi de manière politique. Mais pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, nous avons décidé en droit international d'être schizophrènes et de séparer l'autorité juridique de l'autorité politique. Et ce d'autant plus que c'est de l'autorité du droit international des mêmes peuples dont il s'agit à chaque fois. Le droit international a une autorité sur vous et moi, comme le droit français a une autorité sur vous et moi. Et donc c'est une autorité des mêmes peuples sur eux-mêmes, de surcroît.
C'est malheureusement un effet du légalisme méthodologique de la souveraineté que d'avoir invisibilisé cette dimension politique de la souveraineté de l'État et des autres institutions publiques de manière schizophrénique. Et c'est un effet de l'étatisme méthodologique que d'avoir occulté la dimension populaire de la souveraineté de l'État et des autres institutions souveraines du même peuple. Alors, mon argument ce matin sera articulé en 4 parties que vous avez ici à l'écran. Dans la première partie, je plaiderai contre le légalisme méthodologique de la souveraineté et pour une conception de l'interpublicité au lieu de l'interlégalité face à la pluralité juridique grandissante. La deuxième partie plantera le deuxième pilier du décor, puisqu'elle sera consacrée à la critique de l'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international et à une défense, cette fois beaucoup plus précise, de la relativité et de la divisibilité de la souveraineté en droit international. Les troisième et quatrième parties traiteront quant à elles plus spécifiquement de chacune des 2 questions soulevées en titre et appliqueront les arguments des 2 premières parties, d'abord dans la troisième partie à la pluralité et au partage de l'autorité en droit international et à la manière d'articuler les co-souverainetés des peuples du monde, tandis que la quatrième et dernière partie bénéficiera de l'argument des 2 premières parties pour traiter de la concurrence des juridictions nationales du fait de l'extraterritorialité et pour proposer une manière d'articuler ces co-souverainetés dans le cadre de la concurrence de juridictions nationales. Alors, une remarque avant de commencer. J'ai déjà publié, bien sûr, sur ce thème. Vous avez une liste générale de mes publications sur la souveraineté sur la page du cours. Mais je vous ai ajouté ici en gras les articles les plus pertinents à la leçon de ce matin, notamment des articles sur la souveraineté multiple, sur l'autorité plurale du droit international et sur l'extraterritorialité de la juridiction des États. Alors, je commence avec ma première partie, contre le légalisme méthodologique de la souveraineté, de l'interlégalité à l'interpublicité. Cette leçon, je l'ai dit tout à l'heure, elle va au cœur de la manière dont le droit international parle souveraineté. Je vous ai dit que le légalisme méthodologique a permis au droit international de diluer la souveraineté dans une pure autorité de droit. Et c'est le thème de ce matin, l'autorité ultime de dire et d'appliquer le droit. Il s'agit donc à la fois de sa nature d'autorité spécifique parce qu'ultime, et plus particulièrement de sa nature de juridiction, car la souveraineté est avant tout, en droit international, une autorité de dire et d'appliquer le droit. Parce que la souveraineté est le plus souvent réduite à sa nature d'autorité juridique et de plénitude de compétences, et donc de juridiction en droit international en raison du légalisme méthodologique, les rapports entre souveraineté et autorité du droit international sont principalement traités sous l'angle des questions juridiques abordées dans cette leçon. Et le plus pur de ces traitements juridiques de la question de l'autorité du droit international est bien sûr celui que nous a laissé Hans Kelsen à la fois dans l'article de 1944 et celui de 1960 dont je vous ai parlé la semaine dernière. En bref, on trouve dans ces publications, d'une part, la défense par Kelsen du monisme contre le dualisme, entre droit interne et droit international, du fait de la commonalité d'objets entre souveraineté interne et externe. Mais d'autre part, il faut aussi mentionner sa défense de la primauté du droit international sur le droit interne, pour des raisons d'égalité souveraine et de pacifisme cosmopolitique. Aujourd'hui encore, c'est ce traitement de l'autorité du droit international et des rapports à l'autorité du droit national, à laquelle est réduite la souveraineté de l'État, qui prédomine en droit international. Alors bien sûr, cette conception purement juridique de la souveraineté a pris une forme cosmopolitique et constitutionnelle, dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais ça ne change rien au fait que le clavier qui est utilisé pour chanter et pour nous jouer cette partition de la souveraineté en droit international
reste purement juridique. Les deux questions pratiques qui vont m'occuper, je l'ai dit, sont celles d'une part de la pluralité de l'autorité en droit international et donc de l'éventuelle relativité et divisibilité de la souveraineté exercée par et sur le même peuple, et d'autre part la question connexe de l'extraterritorialité de la juridiction nationale et donc de l'éventuelle relativité et concurrence de la souveraineté exercée par et sur le même peuple. En fait, pour les experts parmi vous, ce qui ne manquera pas de vous intriguer, c'est qu'en fait, ces deux questions, autorité et juridiction, passent souvent pour être distinctes. Elles sont traitées d'ailleurs par des auteurs très différents, dont je vous parlerai tout à l'heure, et lorsqu'elles sont traitées par les mêmes auteurs, elles sont traitées vraiment séparément. Schématiquement, la première est considérée comme une question verticale et la seconde comme une question horizontale. La première question serait une question de rapport entre ordres juridiques à hiérarchiser, et donc d'autorité juridique, et non pas de souveraineté qui n'existe plus, je vous l'ai dit, face au droit international, dont émane précisément cette autorité juridique. En revanche, la seconde serait une question de rapport entre autorités juridiques nationales de rang égal, et en principe absolue et exclusive les unes des autres. Alors pour comprendre pourquoi ces deux questions sont considérées comme distinctes, il faut commencer par vous expliquer le légalisme et l'étatisme méthodologique de la souveraineté, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois en ouverture ce matin. Le droit international moderne aborde la souveraineté comme une autorité de pur droit, sous l'autorité du droit international, et une autorité de l'État seul. Dans ces conditions, les rapports entre un État souverain et les institutions internationales qu'il établit sont réduits à des rapports de validité de leurs droits respectifs. Surtout, ils sont ramenés à des rapports de validité juridique entre deux ordres dont l'autorité de l'un dépend de l'autre, et donc à une question de monisme ou de dualisme, et en cas de monisme, à une question de primauté d'un droit sur l'autre, plutôt que de pluralité et de partage de l'autorité. Quant aux rapports entre États souverains, ils ne peuvent, selon cette conception, être conçus que comme des rapports de validité entre ordres juridiques égaux et distincts, et en vertu de cette approche par silo étatique, ces rapports ne peuvent donc pas porter sur la concurrence des souverainetés. Mon argument dans cette leçon est qu'au contraire, ces deux questions, pluralité d'autorité et concurrence de juridiction, sont toutes deux des questions de souveraineté populaire, et donc toutes deux des questions à la fois juridiques et politiques. Elles sont intimement liées par l'égalité des souverainetés populaires du droit international, qui sous-tendent les différentes institutions du droit international, qu'il s'agisse des États ou des organisations internationales. Et ce que ces institutions partagent leur souveraineté, comme dans le premier cas, ou soient en concurrence dans leur exercice. Même une fois le verrou du légalisme méthodologique ouvert, et la souveraineté de l'État comprise comme celle d'une institution de la souveraineté populaire, qui irrigue toutes les institutions publiques qu'elle contribue à instituer légitimement. Et même une fois la souveraineté de l'État comprise comme une institution de la souveraineté populaire parmi d'autres formes institutionnelles de la souveraineté du même peuple à côté des États, encore faut-il en tirer les conséquences théoriques. Et pour cela, il faut non seulement cesser de traiter ces questions comme des questions d'autorité juridique et de rapport entre ordres juridiques, et les aborder plutôt comme des questions de souveraineté et de rapport entre des peuples et leurs institutions et organes souverains. Il faut aussi ensuite revisiter notre compréhension des auteurs et des sujets du droit en les ressaisissant sous leur dimension politique et souveraine. Plutôt que de nous perdre dans des considérations de philosophie du droit sur les officiels d'une part et les sujets du droit international de l'autre, c'est bien de ces institutions et organes souverains, et donc des peuples souverains, les mêmes, qu'il doit s'agir. Et les rapports entre ces peuples et leurs institutions, entre ces peuples et leurs organes, entre les institutions de ces peuples et les organes de ces peuples, sont alors tout trouvés. Ils sont vieux comme le monde, ils sont vieux comme la représentation politique. Un thème auquel j'ai consacré tout un cours, ici au collège, il y a quelques années. Alors pour bien saisir l'implication de ce deuxième mouvement dans mon argument,
il faut revenir à la notion de souveraineté et à ce qu'est un sujet de souveraineté et un sujet souverain, c'est-à-dire revenir à qui sont les sujets et les institutions de souveraineté. Vous avez déjà peut-être gratté la tête sur cette question la semaine dernière, mais c'est le moment d'y penser sérieusement. Alors le terme souveraineté, il est issu, comme la souveraineté elle-même, du latin médiéval européen, et plus précisément de cette pensée théologico-médiévale du XIe siècle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce terme super annus, le souverain, désigne littéralement ce qui est au-dessus, ultime, ce qui domine. Des variantes, et notamment des variantes juridiques que vous allez reconnaître tout de suite, sont la primauté ou la suprématie. Et le terme souverain est habituellement opposé à ce qui est au-dessous, ce qui est soumis, ce qui est dominé par ce qui est au-dessus, ce qui est dominé par ce qui est ultime, ce qui est dominé par ce qui domine. Et ce qui est au-dessus, c'est le subjectus, littéralement ce qui est jeté dessous, le sujet. Et j'ai rappelé en ouverture ce matin que dans sa dimension interne, la souveraineté est une forme d'autorité. L'autorité ultime à la fois d'un peuple et de ses institutions, de dire et d'appliquer le droit à la fois pour ce peuple et pour ses institutions. Et dans cette définition contemporaine influencée par la théorie démocratique des Lumières et la reconnaissance de la souveraineté populaire du XVIIIe siècle, nous sommes habitués à ce que le peuple soit devenu à la fois le souverain et le sujet. Il a l'autorité ultime d'adopter et d'appliquer le droit et de le faire pour et sur lui-même en tant qu'auteur de son propre droit. C'est alors en effet que de limite ou de clé de voûte de l'ordre juridique et politique, la souveraineté est aussi devenue son origine. C'est d'ailleurs le sens qu'a pris aujourd'hui le terme autorité, d'augere, ce qui émerge. Cette complexité, à la fois de l'identité et de la différence entre le souverain populaire et le sujet populaire, qui est à la fois le même peuple, mais dans un cas un peuple souverain, qui s'institue comme souverain, et dans l'autre cas un sujet populaire, qui s'institue comme sujet, à la fois autorité et auteur de son propre droit, prend une signification toute particulière en droit international. Si vous essayez de le traduire, vous allez très vite vous faire piéger. Et ce, en raison de l'étatisme méthodologique. En effet, du fait de l'analogie anthropomorphe et contractualiste du XVIIe siècle entre une personne autonome, une personne humaine autonome et l'État souverain, le droit international est aujourd'hui encore abordé comme un droit horizontal dont aussi bien l'auteur ou l'autorité que le sujet et l'État. La personnalité juridique de l'État a d'ailleurs encore parfait sa qualité d'auteur et de sujet du droit international et totalement verrouillé le débat. Dans cette construction de l'ordre juridique international, il est difficile de faire de la place pour les peuples, dont ces États sont les institutions souveraines et dont les organes sont les organes souverains. Et la même chose vaut a fortiori pour les autres institutions souveraines par lesquelles ces mêmes peuples sont réinstitués en public, qu'ils agissent d'institutions infranationales, nationales ou internationales d'ailleurs. Et les choses deviennent encore plus difficiles à démêler lorsque plusieurs États sont considérés comme les institutions co-souveraines du même peuple, ou que tant un État qu'une organisation internationale sont considérés comme les institutions co-souveraines de ce même peuple. C'est le cas lorsque non seulement il y a un peuple souverain et une institution souveraine, l'État, mais aussi plusieurs institutions co-souveraines au sein desquelles plusieurs peuples et leurs institutions partagent leur souveraineté. Et si je me tourne maintenant vers les sujets du droit international, et plus seulement vers ces États souverains du droit international, toujours dans cette construction anthropomorphe et contractualiste de l'ordre juridique international, eh bien, l'idée que l'État ne serait sujet du droit international qu'en tant qu'institution souveraine de son peuple est totalement difficile à saisir.
Si les États et leurs organes sont des sujets de droit international, pourtant, c'est bien en tant qu'institution et organes souverains, et donc en tant qu'institution et organes des peuples souverains qu'ils instituent et qu'ils représentent. Les véritables sujets du droit international, dans tous les cas, sont bien les peuples souverains institués par ces États. Et ce point est souvent mal compris. Et pour mieux le comprendre, il est important de ne pas s'arrêter au fameux dédoublement fonctionnel de Selle. Ce dédoublement fonctionnel selon lequel l'État agirait en droit interne et en droit international, dédoublant ainsi ses fonctions. Il n'y a pas dans le fond de dédoublement, mais bien un seul rôle de l'État dont c'est la raison d'être. Et ce rôle est toujours un rôle d'institution et de représentation politique, que ce soit en droit interne ou en droit international. Alors pour toutes les raisons que je viens d'exposer, il me paraît essentiel d'aborder la question de la pluralité d'autorités juridiques, qu'il s'agisse de pluralité de normes ou d'institutions juridiques sur les mêmes personnes, comme une question de souveraineté plurale à l'avenir. Et dans le même ordre d'idées, par conséquent, je vous propose qu'il est beaucoup plus intéressant et plus correct, au vu de tout ce que je viens de vous expliquer, de parler non plus seulement d'interlégalité, mais aussi d'interpublicité. Il s'agit en effet de désigner les rapports entre les multiples institutions souveraines des mêmes peuples, instituées et réinstituées en de multiples publics par ces institutions souveraines, et donc d'examiner les rapports entre ces publics, d'où la notion d'interpublicité qui se cache, et à mon avis est bien plus correcte, derrière cette notion d'interlégalité. Alors je passe maintenant à mon deuxième pilier argumentaire, ou au deuxième étage de cet argument, cette fois contre l'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international et pour la relativité et la divisibilité de la souveraineté. Dans cette deuxième partie de la leçon, je vais argumenter contre le deuxième isme méthodologique de la souveraineté en droit international, l'étatisme méthodologique, et je vais vous présenter une critique de l'impasse, à mon avis, de l'exclusivisme, et c'est un isme, et de l'absolutisme, oui, c'est un isme, par défaut de la souveraineté en droit international contemporain. Et en lieu et place, je vous présenterai une défense normative, comme il se doit, de la relativité et de la divisibilité de la souveraineté. Alors j'ai déjà mentionné dans mon introduction la semaine dernière qu'une première raison que l'on pourrait avancer pour l'opposition stérile qui existe aujourd'hui entre souveraineté et autorité du droit international, outre l'incapacité bien sûr à faire fructifier le paradoxe de la souveraineté comme tension entre droit et politique que je vous ai rappelé tout à l'heure, eh bien qu'une première raison qu'on pourrait avancer tient à la conception absolue et indivisible de la souveraineté qui est si commune et si tenace dans la pensée contemporaine. En bref, l'idée de souveraineté comme autorité absolue implique en effet que l'institution souveraine est autorité ultime sur toute personne se trouvant sous sa juridiction, sans devoir entrer en concurrence avec d'autres institutions. Quant à l'idée de souveraineté comme autorité indivisible, elle implique que l'institution souveraine soit seule capable d'imposer son autorité ultime à toute autre institution, au moins dans ses limites juridictionnelles, et sans devoir la partager avec d'autres institutions. Alors conçu ainsi, sur ce modèle qu'on pourrait appeler classique, parce que c'est comme ça qu'il se présente, la souveraineté d'un peuple et de ses institutions ou organes doit nécessairement être décisive. Elle ne peut pas être relative à celle d'un autre peuple ou des institutions ou organes de ces peuples avec lesquels elle entrerait en concurrence. Et deuxièmement, la souveraineté d'un peuple et de ses institutions ne peut jamais être partagée avec celle d'un autre peuple ou d'autres institutions. Ces deux caractéristiques disqualifient donc d'emblée la possibilité de l'autorité concurrente d'un autre État sur une même question, tout comme le partage d'autorité
entre un État et une institution internationale, comme une organisation internationale ou un tribunal international. La difficulté de cette conception absolue et indivisible de la souveraineté est qu'il n'y s'agit pas du tout, contrairement à ce que tout le monde semble penser, d'une conception neutre. Si cette conception est devenue prédominante au fil du temps, et on parle d'ailleurs, je vous l'ai dit, de conception classique de la souveraineté, c'est aussi parce qu'elle a atteint le statut de vérité conceptuelle. La souveraineté est ainsi ou n'est pas du tout. Non, non, Samantha, tu ne parles pas de souveraineté. Ce cours ne peut pas être un cours sur la souveraineté, étant donné que ta souveraineté est relative et divisible. Et ce statut de vérité conceptuelle de cette souveraineté absolue et indivisible a permis de faire passer pour des faits indépassables les conceptions soi-disant bodiniennes et hobbesiennes de la souveraineté absolue et exclusive. À titre d'exemple des conséquences néfastes du statut de cette conception de la souveraineté comme vérité conceptuelle, je mentionnerai simplement que lorsqu'un auteur dont la pensée est pourtant aussi délicate et sulfureuse à manier que celle de Schmitt se saisit de cette conception dite classique de la souveraineté pour fonder la sienne, eh bien personne ne conteste ni n'a de peine à citer Schmitt, et ce que l'on soit marxiste ou libéral. Cette réification de la conception absolutiste et exclusiviste de la souveraineté en un fait, le fait souverain, indépassable, ont rendu la souveraineté schmittienne totalement écuménique. Et peut-être d'ailleurs, parce qu'elle-même se voulait camper sur la conception indivisible de la souveraineté de Rousseau, elle-même reprise de Hobbes, et que Rousseau lui-même considérait déjà comme le reflet d'une vérité conceptuelle. Et j'en veux pour preuve le texte que je vous ai montré la semaine dernière sur les charlatans de la souveraineté divisible chez Rousseau, donc ce joli texte en écho au cours d'Antoine Lilti, où vous voyez Rousseau dire « Considérer que la souveraineté puisse être divisible, c'est du charlatanisme, parce que la souveraineté indivisible, c'est une vérité conceptuelle. » Et je vous ai déjà montré cette image tout à fait passionnante. Voilà, j'imagine que j'en serais réduite moi-même à figurer dans cette foire parmi les charlatans de la souveraineté divisible. Alors, la raison pour laquelle l'absolutisme et l'exclusivisme de la souveraineté en et de droit international n'ont pas encore été abordés comme des postures normatives qu'il faudrait défendre tient certainement à nouveau à l'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international. En effet, l'immédiateté originale de l'État en droit international a transformé l'absolutisme et l'exclusivisme de la souveraineté étatique du XVIIe siècle en des qualités de fait, voire, je l'ai dit, en des qualités de droit positif, ce qui revient au même. Surtout, elle a aussi verrouillé l'accès à la souveraineté en et de droit international aux autres institutions publiques des mêmes peuples, que ces institutions soient infranationales, nationales ou internationales d'ailleurs. Et cela a bien sûr retardé, de manière gigantesque, pendant des siècles, l'organisation de ces souverainetés multiples, relatives et partagées, que ce soit sur le plan international, bien sûr, et c'est mon propos, mais aussi sur le plan national. L'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international a constitué un frein à l'imagination souveraine, tant interne qu'externe. Et ce fut le cas, bien sûr, durant la colonisation et tout le XIXe siècle. Et aujourd'hui encore, les peuples autochtones et les peuples décolonisés attendent cette possibilité d'une imagination souveraine et d'une souveraineté multiple, concurrente et partagée avec celle de l'État. Alors vous l'aurez compris, cette apparente neutralité normative et idéologique de la conception absolue et exclusive de la souveraineté rend toute réfutation normative difficile, au risque, sinon, de passer pour une charlatane. Et il est temps que les choses changent, et elles changent. Elles commencent à changer dans la littérature. En fait, et premièrement,
cette approche purement conceptuelle de l'absolutisme et exclusivisme de la souveraineté est très étrange, et il faut le dire, pour une autorité qui est liée au droit et qui est liée à la légitimité politique de ce droit. On attendrait plutôt un argument normatif au sujet de ces qualités, comme il en existe sur d'autres aspects du bon gouvernement. D'ailleurs, et deuxièmement, les auteurs dont se prévalent aujourd'hui les tenants d'une souveraineté absolue et indivisible, comme ça a été le cas pour Rousseau, puis ensuite pour Schmitt, oublient que même Bodin et Hobbes avaient de véritables arguments normatifs, eux, à proposer pour leur conception. Enfin et troisièmement, cette approche purement conceptuelle de la souveraineté absolue et exclusive est d'autant plus étrange que l'histoire, tant intellectuelle qu'institutionnelle, comprend depuis toujours des exemples de souveraineté relative et divisible, même hors du droit international. Il suffit de penser ici à la tradition républicaine et aux arguments de Machiavel, de Harrington, de Montesquieu ou de Arendt pour trouver des discussions normatives de la souveraineté divisible et relative. Et pour la pratique institutionnelle, il suffit de mentionner les différentes expériences fédérales de la souveraineté, au sein desquelles la souveraineté n'a jamais été ni absolue ni exclusive, mais bien relative à celle des autres entités fédérées et partagée entre elles. Et comme je vous l'ai promis, vous avez ici un article de la Constitution fédérale suisse dans lequel, nous n'avons pas peur de le dire, les cantons sont souverains, comme l'est la Confédération. On pensera aussi, bien sûr, au régime politique pluraliste, plus loin de nous, mis en place dans certains États, comme le Canada ou la Nouvelle-Zélande, pour leurs relations de souveraineté partagée avec les peuples autochtones et leurs institutions. Il n'est donc ni historiquement farfelu, ni conceptuellement et normativement erroné d'avancer, comme je le fais ici, la possibilité pour la souveraineté d'un État d'être premièrement relative ou codépendante de celle d'autres institutions publiques de droit international, dont celle des autres États qui lui sont égaux. Et il n'est historiquement farfelu ni conceptuellement et normativement erroné non plus d'avancer la possibilité pour la souveraineté d'un État ensuite d'être partagée avec la souveraineté de ses autres États au sein d'institutions internationales de co-souveraineté. Et cela vaut, par extension, pour la relativité de la souveraineté d'un État par rapport à celle d'autres institutions souveraines du même peuple et de son partage de cette souveraineté avec ces autres institutions. Abordé ainsi, il devrait être clair pour toutes et tous que l'autorité des institutions internationales ne doit pas être confondue avec l'autorité d'un super-État global. C'est une autorité ultime, quoique exercée en co-souveraineté, des mêmes peuples qui se réinstituent internationalement et adoptent du droit international ensemble par le biais de leurs institutions internationales. Ce qui caractérise la souveraineté par rapport à d'autres formes d'autorité et ce qui fait sa valeur, c'est bien sa dimension populaire, publique ou politique et son caractère originaire de seuil ou de limite à la puissance débridée. Et lorsqu'on y réfléchit sérieusement, sa relativité, sa divisibilité ne menace en rien ce rôle et cette valeur dans l'encadrement ultime de la puissance politique. Bien au contraire, en réinstituant ce pouvoir à de multiples reprises, sur le plan national d'abord, et puis ensuite sur le plan international, et dès lors en diffusant ce pouvoir de domination d'autant plus, ces caractéristiques de la souveraineté protègent les mêmes peuples souverains contre la domination par leurs institutions souveraines, et ce, y compris et surtout, contre leurs États, dont les déficits démocratiques sur le plan national comme international ne sont plus à établir. Pensez par exemple à l'absence d'autorisation démocratique de l'intervention américaine et, si c'était possible, de l'intervention israélienne de ce samedi. Et ce qui vaut pour la diffusion de la puissance et de la protection d'un même peuple contre la domination de ses propres institutions et organes vaut aussi lorsque la souveraineté n'est pas partagée entre les institutions ou organes d'un même peuple, mais avec d'autres peuples et leurs institutions et organes dont ils sont égaux. Cela peut être le cas au sein des procédures égalitaires d'une organisation internationale, on le verra tout à l'heure, ou de manière beaucoup plus informelle, et nous le verrons aussi,
dans l'exercice concurrent mais égalitaire de leur souveraineté respective, comme nous le verrons à la fin de la leçon. Alors, bien sûr, certains rétorqueront qu'un tel système sera forcément trop complexe, un tel ordre de souveraineté au pluriel serait beaucoup trop complexe pour véritablement protéger contre la domination. Et je répondrai que la complexité, ça n'est pas moi qui l'amène, la complexité est déjà là, et que nous le souhaitions ou non. Je ne propose pas de nous contenter de cette complexité et de revenir à une concurrence pluraliste d'autorités publiques et privées qui caractérisait l'ordre médiéval pré-souverain. Les souverainetés populaires modernes auraient tout à perdre en se passant de l'héritage moderne de l'institution publique, des libertés et de l'égalité des peuples. Quant à affubler cet ordre, ou plutôt ce désordre du terme de souveraineté au pluriel, à l'image de ce que proposent les souverainistes néo-médiévalistes, qu'ils soient corpo-religieux ou techno-capitalistes aux États-Unis, cela me semble très dangereux. Ces mouvements réenchantent ce qui ne peut pas l'être et fabriquent en passant une contre-histoire de la souveraineté moderne au prix de la souveraineté populaire et de l'égalité des peuples. Et c'est aussi pour cette raison, et je l'ai déjà dit, que ma démarche est très différente de celle des pluralistes radicaux du tournant du millénaire. Ces pluralistes radicaux étaient chantres des réseaux, chantres de la liquidité de l'autorité, du pluralisme juridique radical ou du droit transnational. Il s'agit bien au contraire ici de systématiser et d'articuler une pluralité existante d'autorités autour de l'égalité des souverainetés populaires, y compris en rejetant la légitimité de ces autorités lorsqu'elles ne font que s'auto-affirmer sans légitimité populaire, et de recadrer ainsi la diffusion désormais transnationale et polymorphe, il est vrai, de la puissance publique et privée par le droit, et ainsi de protéger les peuples contre la domination. Donc voici mes deux arguments bien plantés. Peut-être que l'un vous plaît plus que l'autre, ça tombe bien, le droit international souffre à la fois d'un légalisme et d'un étatisme méthodologique en matière de souveraineté. Je vais maintenant, dans cette troisième partie, appliquer ces arguments à la question de la pluralité de l'autorité en droit international. Le fait qu'un État, mais aussi des organisations internationales, se retrouvent à exercer ensemble leur autorité sur les mêmes personnes, et donc à l'éventuelle relativité et divisibilité de cette souveraineté. Il s'agit du premier des deux aspects de la pratique du droit international contemporain que j'ai choisi parce qu'ils sont habituellement mis en avant, je l'ai dit tout à l'heure, comme une interférence avec la souveraineté, comme un problème qui remet en cause la souveraineté des États et de leur égalité de droit. Mon argument, au contraire, et vous l'aurez compris, c'est que la souveraineté bien comprise comme une souveraineté égalité des peuples permet non seulement de justifier cette pluralité des souverainetés, mais aussi de l'organiser pour davantage de légitimité politique. Alors pour vous l'expliquer, je procéderai en deux temps. D'abord, j'aimerais revenir sur quelques tentatives de mes collègues de développer un argument pour un équivalent de souveraineté partagée, sans le dire, sans utiliser ces termes, mais ils essayent de faire la même chose que moi à l'intérieur du droit international. Et puis ensuite, je passerai à l'examen de quelques questions concrètes liées à l'organisation de la souveraineté partagée au sein des organisations internationales. Alors je commence par vous expliquer comment l'argument que je vous propose diffère de deux arguments qui existent déjà et qui sont fort intéressants. L'ouvrage d'abord de Gene Cohen sur la gauche, et puis de nouveau l'ouvrage de Nicole Rowan sur la droite. L'argument que je vous propose, en tant que théorie politique républicaine du droit international, n'est ni un argument de pure normativité politique, donc ce n'est pas un pur argument de légitimité démocratique, comme celui que développe Gene Cohen, ni un argument de pure normativité juridique, comme celui que développe Nicole Rowan. Donc j'essaye de faire ce qu'elles font toutes les deux, mais ensemble, et donc en faisant sauter le verrou du légalisme méthodologique et de l'étatisme méthodologique. À la différence de ces deux approches,
l'argument que je vous propose mêle normativité politique et normativité juridique. Vous l'aurez compris après mon premier point tout à l'heure. Et en cela, à mon avis, il est fidèle à ce qu'est la souveraineté et à son rôle de charnière entre puissance politique et autorité juridique, cette souveraineté de ce peuple instituant et institué. Je considère, et je l'ai expliqué tout à l'heure, que l'autorité du droit international ne doit pas être comprise pour elle-même, et donc d'une manière non politique, séparément de l'autorité du droit national, qui elle est toujours aussi politique. C'est comme si les philosophes du droit international s'autorisaient à faire en droit international ce qu'ils ne s'autoriseraient jamais à faire en droit interne. En droit interne, ils ne vous parleraient jamais d'autorité même légitime du droit, sans envisager sa dimension politique. Et d'autant plus qu'il s'agit ici, je l'ai dit, d'une autorité des mêmes peuples et sur les mêmes peuples. C'est un effet du légalisme méthodologique de la souveraineté que d'avoir désactivé cette dimension politique de l'État et des autres institutions publiques de manière schizophrénique, et de l'étatisme méthodologique que d'avoir rendu aveugle sur la dimension populaire de la souveraineté et des autres institutions souveraines du même peuple. La conception populaire et égalitaire des souverainetés que je vous propose permet non seulement d'épouser la pluralité des autorités dans la pratique, et de pouvoir l'ordonner plutôt que d'aborder la pluralité comme une interférence indue dans le domaine réservé de la souveraineté, mais elles permettent aussi de le faire sans renoncer au monisme politique inhérent à l'autorité ultime de chaque peuple de déterminer et d'appliquer son droit, et surtout sans devoir adhérer à la primauté générale du droit international sur le droit national. Alors je m'explique parce que c'est une question ici assez technique, dont nous avons hérité de cette conception purement juridique de l'autorité du droit de Kelsen. Si la conception moniste, notamment kelsenienne, des rapports entre droit national et droit international, saisit bien, malgré elle d'ailleurs, l'unicité de la souveraineté qui lie le souverain populaire à ses institutions internationales, je pense qu'elle a le tort de vouloir ensuite ranger l'entier de l'autorité, y compris l'autorité ultime et souveraine du droit national, et par extension de ses institutions, sous celle du droit international dans son entier, et par extension de toutes ses institutions. En cela, malgré son légalisme et la dilution alléguée de la souveraineté en une autorité juridique, cette conception kelsenienne est encore prisonnière de l'étatisme méthodologique de la souveraineté, et notamment de la conception exclusiviste de la souveraineté. Surtout, cette conception kelsenienne de la souveraineté en et de droit international ne saisit pas que le cadre constitutionnel de la souveraineté, charnière ou origine ultime entre droit et politique, est partagé par toutes ces institutions souveraines des mêmes peuples et par leurs droits respectifs. S'il y a bien une limite ultime et impérative au droit dès lors, c'est une limite tant au droit national qu'international, et une limite qui émane du peuple souverain constituant et constitué, tant en droit national qu'international. C'est pour toutes ces raisons que même si elles parvenaient à être réconciliées l'une avec l'autre au sein d'une théorie politique du droit international comme celle que je défends, ni la position dualiste-pluraliste dans des limites constitutionnelles internationales de Gene Cohen, donc le livre sur la gauche, ni la position pluraliste, relative et coopérative de Rohan, le livre sur la droite, ne me convainquent entièrement. C'est bien un monisme de la relation entre droit interne et international qui convient au même peuple souverain et sujet de tous ses ordres juridiques. Et à cet égard, le dualisme juridique de Cohen brise ce lien politique, tandis que le pluralisme juridique de Rohan essaye de le reconstituer, ce lien, mais en vain, par des moyens purement juridiques, comme par exemple sa tentative de recréer des relations relatives entre officiels et sujets de droit. Cependant, c'est un monisme, celui que je vous propose, un monisme populaire, qui cohabite avec un pluralisme des institutions souveraines de ce même peuple, sur le plan national, infranational ou national, dans les limites du cadre constitutionnel ultime partagé. Il est rassurant
une fois que l'on a réussi à penser en dehors de ces boîtes multiples que je vous ai présentées ce matin, que c'est ce type de monisme du peuple souverain combiné avec un pluralisme institutionnel et juridique dans un cadre constitutionnel ultime partagé qui paraît être à l'œuvre en pratique au sein de certains ordres juridiques nationaux, comme l'ordre juridique suisse, même s'il ne le dit pas. Et d'ailleurs, il est rassurant aussi de voir que c'est aussi ce qui est pratiqué, même s'il ne le dit pas, au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques semaines. Concrètement et deuxièmement, j'aimerais me tourner maintenant vers l'organisation du partage de la souveraineté entre États membres d'une organisation internationale et sur l'articulation de leur co-souveraineté. Pour le détail, je vous renvoie à mon cours de l'an dernier sur les organisations internationales régionales, à la souveraineté multiple de ces organisations, mais aussi au colloque que j'ai organisé en 2023 sur la représentation démocratique au sein des organisations internationales. Je vais vous donner ici plutôt l'essence de l'argument. Sur le plan interne, je l'ai dit tout à l'heure, notamment au sein d'une confédération, la souveraineté partagée a toujours été considérée comme une garantie de l'autodétermination des peuples et comme la meilleure protection contre la domination politique et juridique. En diffusant le pouvoir, vous le maîtrisez. Et l'argument dès lors, pour moi, c'est qu'il est possible de réinstituer ces souverainetés populaires des États membres d'une organisation internationale en co-souveraineté et d'étendre ainsi les vertus de protection contre la domination de la souveraineté partagée au sein des relations internationales de ces États également. Une telle organisation internationale de la co-souveraineté permettrait aux peuples des États de se réinstituer en ceux d'États membres. On a l'habitude de concevoir les États membres de l'Union européenne comme s'étant réinstitués en États membres de l'Union européenne. Eh bien, nous devrions aussi pouvoir le penser pour d'autres organisations internationales et de les penser dès lors en États membres réinstitués partageant leur souveraineté. Cette souveraineté partagée au sein d'une organisation internationale fonctionnerait donc comme un bouclier supplémentaire protégeant ces peuples réinstitués contre la domination et tant à l'intérieur de leurs États membres, entre leurs États membres, au sein de l'organisation, qu'entre organisations internationales dans leurs relations universelles. J'insiste ici cependant sur le fait qu'il ne s'agit pas, dans cette conception partagée de la souveraineté que je vous propose au sein des organisations internationales, de contester que les États et leurs peuples doivent être considérés comme souverains. Bien sûr qu'ils le doivent. Ni d'ailleurs de contester qu'ils doivent être traités comme des égaux souverains en conséquence. Bien au contraire, il s'agit de renforcer la protection de cette égalité de souveraineté. Et l'argument supplémentaire qui est avancé est que les États ne devraient pas être considérés comme les seules institutions souveraines de leur peuple. D'autres institutions publiques non étatiques peuvent être considérées comme partageant cette souveraineté avec eux, et ce, de manière à mieux protéger l'égalité souveraine des peuples de ces États. Alors c'est une proposition qui avait déjà été avancée par Jürgen Habermas pour l'Union européenne. Il parlait à l'époque de double souveraineté. Et bien qu'Habermas ait développé son argument pour l'Union européenne, il a suggéré dans un article un petit peu plus tardif que cet argument pourrait être étendu à d'autres organisations internationales, et il me semble qu'il a raison, pour toutes les raisons que je vous ai données. Mais à la différence d'Habermas, je considère que cette souveraineté partagée est multiple, et pas simplement double. Elle peut s'étendre à de multiples institutions publiques, nationales, infranationales et internationales, réinstituant les mêmes peuples en droit international. Dans un tel système de souveraineté partagée, bien sûr, les États ne jouiraient plus du privilège exclusif de l'autorité ultime en droit international. Mais c'est le but. Le but est précisément la protection contre la domination. À l'heure actuelle, dans tous les cas, ils ne peuvent exercer cette autorité ultime que dans les limites du droit international et dans les limites de la souveraineté égale des autres États, j'y reviendrai tout à l'heure. Dans un système de souveraineté partagée, leur autorité serait simplement limitée un petit peu plus par l'autorité concurrente d'autres institutions publiques des mêmes peuples.
Et les organisations régionales, dont j'ai parlé l'an dernier, sont particulièrement bien placées pour l'organisation d'un tel partage de souveraineté, dans la mesure où, aujourd'hui, il y a des organisations régionales dans toutes les régions du monde, et où tous les peuples du monde pourraient donc être réinstitués par une organisation régionale dans chaque région. Il n'y a pas de raison que les Européens et les peuples européens soient les seuls à pouvoir se réinstituer par une organisation régionale et à pouvoir bénéficier dès lors de ce bouclier anti-domination. Cela permettrait de préserver la pluralité de la souveraineté inhérente au droit international, mais aussi le droit égal à l'autodétermination de tous les peuples du monde. Alors, 3 précisions s'imposent pour bien comprendre de quoi il s'agit et pour ne pas craindre de nouveau une forme de charlatanisme. La souveraineté partagée au sein des organisations internationales ne serait dans tous les cas que partielle, dans la mesure où elle doit nécessairement être partagée avec d'autres institutions publiques des mêmes peuples. Deuxièmement, étant donné que les organisations internationales réinstituent les mêmes peuples et doivent donc organiser le partage de cette souveraineté, il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir d'exigence d'égalité entre la souveraineté des organisations internationales et celle des États en vertu du droit international. La souveraineté n'est que la souveraineté des peuples eux-mêmes. Et l'égalité de souveraineté n'est que l'égalité de ces peuples eux-mêmes. La souveraineté des organisations internationales serait donc par définition relative ou différenciée avec celle des États. Les droits de participation de toutes ces institutions en co-souveraineté devraient donc être articulés à ceux des États membres à chaque fois, et il conviendra bien sûr de veiller au respect mutuel des droits de participation conjoints des organisations et des États membres. Et de telles obligations de respect mutuel, nous les connaissons en droit de l'Union européenne, bien sûr, j'y reviendrai dans quelques semaines, mais nous les connaissons aussi au sein de systèmes fédéraux de souveraineté partagée, comme le système constitutionnel fédéral suisse, notamment cet article 56, où vous voyez comment nous avons codifié ces obligations de respect mutuel entre la Confédération et les entités fédérées. La situation est différente en ce qui concerne l'égalité souveraine partielle entre organisations internationales elles-mêmes. En effet, d'une région à l'autre, il serait possible de plaider en faveur d'une forme d'égalité souveraine entre les organisations internationales régionales exerçant les mêmes pouvoirs. Alors bien sûr, cela nécessitera de repenser soigneusement une future organisation des Nations et Régions Unies dont je vous avais parlé l'an dernier. Il s'agira aussi de repenser au sein de cette organisation future les relations entre organisations régionales et États membres et entre organisations régionales et l'organisation universelle. Enfin, troisième remarque, la souveraineté partielle proposée pour les organisations internationales serait par définition limitée. Comme indiqué précédemment, les organisations internationales sont organisées très différemment des États. Elles ne peuvent pas, elles ne doivent pas, d'ailleurs ce n'est pas le sens, instituer les mêmes peuples de la même manière, mais de manière complémentaire. Par conséquent, l'identification des implications de la souveraineté partielle mais différenciée doivent être abordées à chaque fois dans le contexte de l'organisation. Dans tous les cas, je vous mets en garde contre les analogies entre États et organisations internationales quant à leurs droits respectifs au sein des procédures internationales universelles. Beaucoup de mes collègues travaillent sur une base analogique, mais cette approche analogique des États et des organisations internationales comme institutions souveraines des peuples a un défaut, c'est qu'elle gomme la continuité institutionnelle entre ces institutions et le fait de les traiter en miroir les unes des autres nie le dédoublement ou le détriplement de l'institution du même peuple à chaque fois. Alors à nouveau, vous ne seriez pas là si vous le pensiez vraiment, mais vous avez le droit d'objecter. Vous pourriez objecter que la multiplication du nombre d'institutions publiques, même partiellement souveraines des mêmes peuples,
telles que les organisations internationales, pourraient rendre les procédures internationales encore plus complexes à organiser à l'avenir. À nouveau, c'est l'exact inverse qui devrait se produire. La dispersion du pouvoir international, y compris du pouvoir international ultime de chaque État, qui est immense, nous le savons, surtout lorsqu'il n'est pas démocratique, est cruciale pour éviter le risque de domination dans l'ordre institutionnel actuel, et certaines organisations internationales en particulier souffrent déjà précisément de manière chronique en raison de leur très grande complexité et de leur domination par certains États. Réinstituer les peuples des États en tant que peuples, les États membres d'organisations internationales partiellement souveraines, pourrait donc contribuer, et il est urgent de le faire, à clarifier le statut juridique des organisations internationales existant en droit international pour leur assurer enfin une forme de légitimité politique. Et j'en viens maintenant à mon quatrième point de l'exercice co-souverain de la juridiction nationale. Dans cette quatrième partie, j'aimerais me tourner vers la deuxième question du titre de la leçon, celle de la concurrence de juridiction nationale. Donc, il ne s'agit plus de regarder l'autorité plurale des institutions internationales et des États sur les mêmes peuples, mais de regarder la concurrence de juridiction entre plusieurs États sur les mêmes peuples. Et donc, il s'agit ici de s'interroger sur la relativité et la concurrence de la souveraineté. Notez bien que je ne parlerai pas des obligations extraterritoriales des États en droit international, par exemple des obligations extraterritoriales en matière de droits de l'homme, ni du droit des États de choisir eux-mêmes d'appliquer du droit étranger sur leur territoire. Ils le font tout le temps. Je me concentrerai uniquement sur le droit des États en droit international d'adopter et d'appliquer leurs droits en dehors de leur territoire, et ce sans l'autorisation des autres États dont c'est le territoire. Alors je l'ai dit, c'est un deuxième aspect de la pratique du droit international contemporain qui est habituellement mis en avant, pêle-mêle, avec toutes ces interférences avec la souveraineté, et qui est dès lors considéré, critiqué comme une remise en cause de la souveraineté des États et de leur égalité de droit. Ici, le problème est encore plus difficile que tout à l'heure, parce que si la concurrence de juridiction nationale et l'extraterritorialité de la juridiction est une remise en cause de la souveraineté, c'est une remise en cause de la souveraineté contradictoire, dans la mesure où la souveraineté et cette concurrence juridictionnelle est elle-même fondée dans la souveraineté des autres États qui exercent leur juridiction extraterritoriale. Mon argument sera donc que la souveraineté bien comprise, une souveraineté égalitaire des peuples, permet non seulement de justifier cette concurrence des souverainetés en droit international contemporain, mais aussi de l'organiser pour davantage de légitimité politique. Ces co-souverainetés du droit international pourraient nous permettre de sortir des impasses anciennes et actuelles, de l'unilatéralisme aussi bien solitaire que solidaire, et des autres principes qui sont avancés comme le principe du raisonnable ou celui de la courtoisie, pour essayer de dompter cette concurrence juridictionnelle des États. Alors, il faut prendre un petit peu de recul pour saisir le problème. Et nous ferons beaucoup du XIXe siècle la semaine prochaine. Donc, je fais un petit peu ce matin et je continuerai la semaine prochaine parce que le XIXe sera vraiment est absolument fondamental ici pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. L'histoire du droit international du XIXe siècle a été marquée par un usage extensif de l'extraterritorialité de la juridiction par les puissances impérialistes européennes. C'est ce qui a permis à ces puissances d'adopter et d'appliquer leurs droits à des personnes situées en dehors de leur territoire, sans même devoir coloniser ces territoires. C'est la définition, finalement, de l'impérialisme. Et elles l'ont fait au nom soit de la nationalité de ces personnes, soit de la protection de leurs intérêts à l'étranger. Et sans surprise dès lors, l'extraterritorialité de la juridiction, et surtout sa légalité en droit international, ont contribué à la mauvaise réputation de la souveraineté des États, y compris de celle de leur égalité de droit et donc des compétences en droit international. La critique veut en effet
que cette extraterritorialité de la juridiction permet aux États les plus puissants de se cacher derrière leur égalité formelle de souveraineté pour traiter d'autres États plus faibles, pourtant également souverains, de manière inégalitaire. Aujourd'hui encore, c'est en raison de cette même extraterritorialité de la juridiction que l'égalité souveraine des États est décriée, en tout cas sur un plan formel, par les critiques TWAIL, donc les critiques du Third World Approaches of International Law, donc des approches tiers-monde du droit international. Et c'est par exemple cette notion de l'extraterritorialité de la juridiction et cette notion de la souveraineté qui permet cette extraterritorialité qui a été critiquée par Chimney. Et aujourd'hui, pensez au champ d'application extraterritorial du droit fiscal, du droit du numérique ou du droit de l'environnement contemporain de certains États pour vous convaincre des inégalités que cette égalité permet de créer. Si l'extraterritorialité de la juridiction est pourtant encore pratiquée aujourd'hui et demeure si controversée, c'est qu'elle est licite. Et elle est licite malgré le resserrement des compétences de l'État autour de 4 titres. D'abord la compétence territoriale, fondée sur le territoire, mais aussi 3 autres compétences extraterritoriales qui la rendent licite. La compétence personnelle, fondée sur la nationalité, la compétence de protection, fondée sur la protection des intérêts de l'État à l'étranger, et la compétence universelle, fondée sur les intérêts de la communauté des États, y compris à l'étranger. 3 de ces titres de compétence ou de juridiction des États autorisent donc clairement un exercice extraterritorial de cette compétence ou de juridiction, ce qui met la souveraineté de certains États, nécessairement et légalement, en concurrence avec celle des autres, en toute légalité et surtout en toute égalité. Et ce, alors même que la souveraineté des États est encore considérée comme exclusive en droit international. Donc on nage en pleine contradiction. En fait, l'interprétation de plus en plus large qui est faite de certains de ces titres de compétences en pratique, y compris de la territorialité dite indirecte ou des effets, rend les conflits de juridiction nationale issus de cette concurrence légale de plus en plus inéluctables. Couplés avec la transnationalité de nos vies, de nos mouvements et de toutes nos activités, évidemment que c'est inéluctable. Pire, du fait de l'influence des interprétations des liens de rattachement du droit international privé en droit international public, certains proposent aujourd'hui la généralisation d'un lien de rattachement purement fonctionnel, le jus nexi, du droit à une chose ou à une activité, même sans aucun titre de compétence sur une personne. Alors j'ai dénoncé cette déterritorialisation et par conséquent cette dépolitisation du droit international public de la juridiction sous l'influence du droit international privé ailleurs, dans mes publications que je vous ai montrées tout à l'heure et dans mon cours de 2021-2022. En effet, j'y ai critiqué un retour à la personnalité des lois médiévales et je n'y reviens pas. Mais face à cette inflation de l'exercice extraterritorial de la juridiction de certains États, et face à la contradiction inhérente au régime juridique de la souveraineté en droit international qui permet la limitation de la souveraineté des uns au nom de celle des autres, la pratique et la doctrine contemporaine ont développé différentes parades. Je vous ai mis ici 2 ouvrages tout à fait excellents qui essayent, à l'intérieur du droit international, et donc à l'intérieur de la prison du légalisme méthodologique de la souveraineté en droit international, de trouver des parades, des pansements à ce problème de concurrence juridictionnelle. Le premier moyen proposé aura été de limiter la légalité de l'extraterritorialité de la juridiction à la juridiction prescriptive, excluant la juridiction extraterritoriale exécutive et réaffirmant ainsi la priorité de la compétence territoriale, seule véritable compétence plénière, sur les autres. Vous reconnaîtrez ici une version contemporaine du principe de l'arrêt Lotus, repris dans cette sentence de l'île de Palmas. En pratique, toutefois, la distinction entre juridiction prescriptive et exécutive est très difficile à maintenir, et c'est d'ailleurs ce qui semble justifier en pratique une exclusion grandissante
de la juridiction extraterritoriale, même prescriptive, de la part de certains tribunaux internationaux, comme le Tribunal international du droit de la mer en 2019. Un deuxième moyen qui a été développé en pratique et en doctrine aura été la proposition de principes de coordination des compétences nationales lorsqu'elles sont concurrentes, et notamment de principes comme le principe du raisonnable, de la courtoisie ou encore de la subsidiarité. La difficulté de ces propositions, c'est l'absence d'institutions internationales, bilatérales, régionales ou universelles, communes, en mesure de faire respecter ces principes, laissant donc leur application au bon vouloir unilatéral de chacun des États impliqués. Une troisième proposition, avancée notamment dans les travaux de Ringert, donc dans cet ouvrage de l'auteur qui est à droite, mais d'autres ouvrages aussi, aura été d'interdire l'unilatéralisme solitaire en matière d'extraterritorialité de la juridiction nationale et de n'autoriser qu'un unilatéralisme solidaire. C'est son idée d'intervention selfless, donc une intervention qui n'est pas dans son propre intérêt. Il s'agirait pour lui de limiter le recours unilatéral à la juridiction extraterritoriale aux cas de compétences universelles, c'est-à-dire de protection d'intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, comme pour la protection du droit international des droits de l'homme ou de l'environnement. La difficulté de cette proposition, et les auteurs de Twale l'ont très bien noté, c'est qu'elle renoue avec le paternalisme, impérialisme du XIXe siècle, favorisant toujours les quelques États, toujours les mêmes d'ailleurs dans l'histoire, qui peuvent intervenir, ou du moins qui prétendent savoir mieux que les autres, comment protéger les intérêts communs. Ces États savent mieux protéger le climat, disent-ils, que les États qui rencontrent ces problèmes climatiques là où ils sont. En somme, toutes ces propositions demeurent confinées au régime des compétences du droit international et n'ont finalement que peu d'effet sur les risques réels d'impérialisme qu'implique l'extraterritorialité de la juridiction nationale. D'ailleurs, lorsque les auteurs, comme Krisch récemment, souhaitent donner plus de légitimité aux mesures prises et éviter les affres de l'unilatéralisme souverain, même solidaire, ils proposent systématiquement l'instauration d'un régime de droit international et d'institutions internationales pour le mettre en œuvre de manière commune et représentative, et donc on retombe sur le problème dont nous avons traité tout à l'heure. En fait, prisonniers du légalisme méthodologique de la souveraineté qu'ils sont, aucun de ces auteurs n'aborde la question de la concurrence des juridictions étatiques comme une question de souveraineté, ni surtout ne réexamine sa conception de la souveraineté dans cette discussion, alors que, comme on dit en anglais, la botte est peut-être sur l'autre pied. Elle est sur le pied de la souveraineté. C'est d'autant plus surprenant que les auteurs les plus perspicaces dans cette discussion, comme Ringert, affirment depuis longtemps que le droit international de juridiction est bien le droit des droits, the law of laws. Et à ce titre, ces auteurs devraient donc avoir fait le rapprochement avec le cadre constitutionnel international de la souveraineté, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est lui, par excellence, un autre droit des droits. En réaction, et pour sortir de cette prison du légalisme méthodologique de la souveraineté, et par conséquent de ce status quo contradictoire très insatisfaisant de la concurrence entre États souverains, mais sans nécessairement revenir au point précédent et à l'instauration d'institutions internationales au sein desquelles les peuples réinstitués exerceraient leur co-souveraineté, ce sont deux propositions parallèles, j'aimerais proposer ici d'aborder les rapports entre les souverainetés égales des États comme des rapports de relativité et de coopération, plutôt que comme des rapports de concurrence et de confrontation. Cette souveraineté populaire égalitaire des peuples permet en effet non seulement de justifier la concurrence des souverainetés en droit international, mais aussi de l'organiser. Voyons comment. Il faut commencer, je pense, par rapprocher encore une fois la souveraineté des États de la souveraineté de leur peuple, comme je l'ai fait tout à l'heure, et saisir la question de la juridiction extraterritoriale comme une question politique de souveraineté d'un État sur des personnes en dehors de son territoire, certes, mais sur lesquelles il prétend exercer une autorité de nature politique. On a tendance à l'oublier, mais les titres de compétence ou de juridiction des États reconnus par le droit international public sont avant tout des raccourcis juridiques destinés à capturer des compétences politiques sur un peuple.
Et ce, à commencer bien sûr par la compétence territoriale, puisque c'est en vertu du partage de ce lieu de vie social que les membres d'une communauté politique partagent des enjeux égaux, condition de la démocratie. Ensuite, bien sûr, ces titres de compétences, raccourcis de compétences politiques, ont été spécifiés, déclinés en fonction des différentes dimensions et évolutions de la relation politique et de l'interdépendance entre les membres d'une communauté politique. La nationalité, bien sûr, mais aussi d'autres intérêts en lien au territoire. Ce que je veux dire, c'est que les arbres ont fini par cacher la forêt dans ce contexte, et il est incroyable pour moi de devoir aujourd'hui rappeler que ces titres juridictionnels reposent en fait sur une relation d'appartenance politique, c'est-à-dire exactement ce que capture la souveraineté à la charnière du droit et du politique. Et en passant, on saisit bien ici toute la différence qu'il y a entre les compétences étatiques de droit international public, qui reposent sur une relation politique, et les liens de rattachement du droit international privé dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces liens du droit international privé ne lient pas une institution souveraine à un peuple souverain. Ils ne font que réifier la juridiction en fondant l'applicabilité du droit privé directement sur le lien à une chose, des données, des fonds, ou à une activité comme une transaction, et projettent ensuite ce lien sur une personne et les liens entre personnes. Il ne faut donc pas chercher en droit international privé des solutions aux problèmes politiques que seul le droit international public peut régler de manière politique. Alors, une fois la dimension politique de la juridiction d'un État révélée, il faut nous souvenir de l'égalité de souveraineté des États et de l'institution par le droit international de ces États comme souverains égaux. De cette institution internationale égalitaire des peuples découle en effet davantage qu'une indépendance solitaire, un droit à être laissé tranquille, chacun chez soi. Il en découle aussi une solidarité et une responsabilité de respect mutuel. Une responsabilité de respect mutuel que le juge Hubert avait déjà repérée en 1928 et dont nous pourrions aujourd'hui nous saisir, et je le ferai dans la 4e leçon. Et cela vaut sur des questions communes, mais aussi sur des questions purement nationales. Du fait de son égalité, la souveraineté ne peut donc jamais être absolue. Elle est toujours relative à celle des autres et interdépendante avec celle des autres, ce qui fonde des obligations de coopération entre États. Et ce, a fortiori, mais pas exclusivement, lorsque plusieurs États instituent le même peuple de manière multiple, du moins à certains égards, par exemple parce que des citoyens sont binationaux, et donc citoyens de 2 États, en cas de vote des ressortissants de l'étranger, ou parce que des citoyens d'un État résident de manière durable à l'étranger, comme dans le cas de l'imposition des revenus des diasporas. En fait, la conception populaire et égalitaire des souverainetés défendues dans ce cours permet non seulement d'épouser la juridiction juridictionnelle des États, de vivre à l'aise avec elle comme l'une des dimensions de leur égalité, mais aussi de l'ordonner de manière co-souveraine et égalitaire. Ainsi, lorsqu'elle ne passe pas par l'adoption du droit international ou d'instauration d'institutions internationales, parce que les États résistent, comme ils résistent aujourd'hui en matière fiscale ou de lutte contre la corruption, eh bien cette organisation co-souveraine et égalitaire de la concurrence de leur juridiction peut passer par la représentation multiple du même peuple au sein des institutions et organes de ces 2 États, et par exemple, lorsque c'est possible, par une forme de co-délibération ou de co-décision. C'est à cette occasion que la coordination législative nécessaire pourrait avoir lieu, et dans tous les cas, une information mutuelle devrait être organisée. Pour le reste, rappelez-vous du cadre constitutionnel international partagé par les différents peuples souverains et leurs institutions souveraines en vertu de leur égalité fondamentale de statut, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et ce cadre institutionnel international fondamental de Jus Cogens doit évidemment s'appliquer ici, avec ces garanties conjointes de l'égalité de statut des personnes humaines et des peuples, et donc avec le droit international des droits de l'homme et le droit international démocratique. D'ailleurs, même le principe de subsidiarité, qui est souvent avancé en pratique pour la coordination des juridictions nationales, notamment par Gringert, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et je le pense beaucoup mieux fondé dans la souveraineté populaire telle que je la défends ici qu'il ne peut l'être autrement. C'est en tout cas, à mon avis, ce qui vaut pour la justification démocratique du principe de subsidiarité. C'est en effet précisément parce que plusieurs États partagent une autorité démocratique sur le même peuple que le principe selon lequel l'autorité de l'institution la plus proche à chaque fois devrait l'emporter a été développé. C'est ce qu'on a développé dans le contexte fédéral de la subsidiarité ou dans le contexte des droits de l'homme, en matière de subsidiarité de droits de l'homme. Cela implique de donner la responsabilité de la coordination des juridictions concurrentes, autant que possible une nouvelle fois, à l'état de la compétence la plus politique, la plus démocratique, c'est-à-dire l'état de compétence territoriale. Et sur ce point, je me distancie donc fondamentalement la justification de la subsidiarité qui a été donnée par Ringert, qui est une justification instrumentale, fondée sur la comparaison de l'effectivité des droits nationaux en concurrence, et ensuite sur la maximisation du droit le plus effectif. Une telle conception de la subsidiarité se rapproche dangereusement de la conception néolibérale de la subsidiarité de marché appliquée au droit, ou du moins de ce qu'on pourrait appeler une conception épistémique de la subsidiarité. Elle ne protège pas contre un néo-impérialisme de l'intérêt commun, dénoncé par les critiques 12, et elle ne protège pas du tout non plus contre l'expertise technoscientifique prétendue, exercée, alléguée par quelques États plus puissants économiquement et plus puissants sur le plan scientifique. L'histoire, me semble-t-il, se répète et l'argument que je vous propose permettrait d'y mettre un point d'arrêt. Dans la prochaine et troisième leçon, qui sera consacrée à souveraineté, territorialité et propriété, j'aimerais vous parler encore une fois des conséquences, des origines anthropomorphiques de la souveraineté en droit international, et notamment ce que le XIXe siècle en a fait. Mais cette fois-ci, je vous parlerai des analogies de droit privé qui ont pétri la souveraineté en droit international pour donner naissance à une conception propriétaire de la souveraineté. C'est une conception propriétaire de la souveraineté qui a permis de bâtir des empires depuis le XIXe siècle et qui prédomine encore malheureusement aujourd'hui, notamment en matière de souveraineté territoriale ou de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Je vous expliquerai une nouvelle fois, et j'essaierai de vous convaincre une nouvelle fois, ce que la popularité et l'égalité de la souveraineté pourraient et devraient faire pour remédier à cette logique propriétaire de la souveraineté et extraire la souveraineté des peuples du monde des griffes de la propriété. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon appétit, sans chou-fleur cette fois-ci, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.